Joyeux Noël à tous ceux qui nous regardent présentement. Oui, hier, nous avons célébré la nativité. Nous vous souhaitons encore joyeux Noël. Nous espérons que tout s'est bien passé au sein de vos familles. Alors, merci. Agréable journée à tous. Bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci d'être avec nous. Bienvenue encore à Bonjour le Faso. C'est le dernier numéro de cette semaine. Nous sommes ravis de vous retrouver pour terminer la semaine ensemble. Alors, vous le savez, le trio de tête en ce qui concerne les services les plus corrompus au Burkina, c'est notamment la police municipale, la douane et bien sûr la police nationale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'ailleurs le rapport du RENLAC, rapport 2024 du RENLAC, le réseau de lutte anti-corruption, donc ce réseau-là qui a livré notamment son rapport 2024. Et nous avons le plaisir ce matin de recevoir le secrétaire exécutif du RENLAC. Il sera là notamment pour parler de ce rapport. C'est dans la rubrique invité du jour. Et plus tard, on recevra également sécurité routière. On parlera d'autres événements à venir. C'est à travers, bien sûr, cette émission. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique. Vous le savez, c'est à la découverte 2 qui nous amène à la découverte du Burkina. On y va. Et bien sûr, la rubrique à la découverte 2 nous conduit notamment au niveau de la place de la nation de Ouagadougou. Place de la nation pour les nostalgiques de la Révolution. C'est place de la Révolution. Et nous terminons avec les témoignages pour cette semaine en ce qui concerne la place de la nation de Ouagadougou. Cette place publique-là, de l'emprise de l'armée qui pour nous était caractérisée, était considérée comme une armée coloniale. Donc on retire la place là et il avait été question de l'appeler place de Nabokoutou. Ça a circulé. Bon, mais en définitive, c'est place de la révolution là qui a été tenue, voire retenue. Donc c'était pour marquer une certaine prise de possession de ces places là. Parce qu'il y avait des dominations des rues qui ne disaient rien au commun. Sauf si tu vas à la voirie chez le maire, on va te dire que voilà, ça c'est l'avenue Paul Hall. Paul Hall c'était un administrateur ceci, l'avenue générale quoi. Bon. Donc ça, la plupart des rues ont été débaptisées. Tout comme la place d'armes, là où les militaires faisaient la prise d'armes pour leur manifestation, on a nommé ça place de la Révolution. Et sous la Révolution, quels sont les différents types d'activités qui se faisaient sur place là-bas? Il y avait des meetings, les festivités genre foires et autres, mais c'est pas il n'y avait pas un seul événement officiel qui y fut attaché. Chacun pouvait faire la demande et puis aller faire ce qu'il voulait, sa foire ou sa manifestation autre culturelle, quoi. Sinon, il n'y a pas de relation entre culturelle comme ça avec la Révolution, là, non. Mais néanmoins, les gens ont gardé ça. Les gens ont gardé ça parce que tout ce qui a été décidé et qui était en rapport avec la Révolution ou le peuple, le terme révolution, le terme populaire ou bien démocratie, et ça là, les gens disaient que c'était pour eux. Parce que c'était pour eux une manière de sortir de l'ancien carcan. Je suis venu à Ouagadougou en 60. Et le marché était déjà là où il est. Mais en dehors du grand bâtiment là, aussi à l'emplacement là, il y avait un hangar en dalle. Et tout le reste, c'était des hangars avec des tôles. Et notre grand-père, Motba, qui a été tué aussi pour s'être mêlé de la gestion là, avait son Kamang, c'est-à-dire son champ de proximité, là où se trouverait actuellement Air Afrique. Voilà, Air Afrique, et au milieu des gens de Bilbao et de Willem Diaz-Joly, c'est Gawari. Particulièrement, il logeait aussi, c'est au sud de Modiba. Modiba était entre. Il y a un Malien ou un Sénégalais qui était venu après, de nom de Bara, et qui était aussi installé dans la zone là-bas. On n'a pas comme c'est pas loti. C'est des instructions comme ça. Donc les gens arrivaient et passaient soit au Grand Bilbao, si c'est des notables, parce que quelqu'un simple, Mousbilé, ne peut pas aller sur le ballon pour le voir, non. Ça c'était les notables, les combés autres là,
et ils avaient ça. Maintenant, les citoyens ordinaires là, et ils pouvaient aller à Bilbambili, c'est Nebiga Yemdaoro qui avait aussi la possibilité d'échanger avec le Balamna Kassenga pour voir à quel moment on peut introduire telle ou telle personne. Sous Thomas, les plus grands discours qui ont été prononcés en public, c'était à la place de la Révolution, la première fois où ils voulaient présenter leur programme au peuple. Quand ils sont venus, mais ça c'était avant 84. C'était en 83, juste après le CSP là. Quand ils sont arrivés avec la CSP, il y a eu un meeting là-bas où il a défini le peuple là. Là où il a dit que le peuple est concret, tout ça là-bas. Là. Ça a eu lieu là-bas. Mais après, bon, c'était à des événements qui étaient localisés dans d'autres régions ou communes. Et puis chaque place pouvait être utilisée comme un point d'expression. Mais très souvent, c'était à la radio. Les jugements, c'était généralement à Ouagadougou, c'était la maison du peuple. Quand la révolution est venue, on avait trouvé le marché, pas seulement exécuté, parce qu'on n'a pas pu l'agrandir, mais mal structuré. Et il fallait reconstruire le marché. Les gens, d'aucuns disaient qu'il faut ramener les commerçants à la place de la Révolution, du l'ancien marché, pour pouvoir construire et les faire revenir parce que c'était pas loin. Bon. Mais c'était pas, ça n'a pas été accepté parce que les camps militaires ils ne sont pas différents de ceux d'aujourd'hui. C'était pas sûr et on ne voulait pas que quelqu'un soit peut-être d'être venu au marché, certes à savoir ce qui se passe dans nos camps. Donc, ils ont localisé la route devant le jardin de Ouaga 2000, sur la route de Saponnet, il y avait le nez de cône. Le nez de cône là, c'est-à-dire c'est la ligne assez plate, sans arbres et sans eau, qui termine les pistes d'atterrissage ou de décollage. Donc il y avait le nez de cône de la Ségana là-bas. C'était assez vaste. Donc comme c'était temporaire, ils ont pris le risque d'aller. Il fallait maintenant dégager les gens, personne ne voulait y aller. Comment? Ils quittaient le centre de la ville et puis aller loin. Ce n'était vraiment pas ce que les commerçants souhaitaient. La place de la nation de Ouagadougou, c'est donc le site, cette place-là qu'on découvre. On parle de l'histoire de cette place cette semaine à travers la rubrique à la découverte de. Pour le moment, nous allons continuer également avec les informations, c'est à travers la revue de presse. Nous recevons ce matin Elhaj Amadisoro pour les informations. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdeta, bon vendredi. Merci Djouma Moubarak également. La fête s'est bien passée. Très bien. On souhaite une bonne fête aux frères chrétiens. C'est ça. Bonne fête à tous. Et aujourd'hui, le lendemain de fête, on n'a pas beaucoup de journaux sous la main. Absolument. Mais nous allons essayer avec deux parutions, notamment l'Express du Faso et les citoyens. Et nous commençons par l'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, autant les dire, un centre hospitalier universitaire et un centre de radiothérapie, mais inauguration du centre de radiothérapie du CMA de Dafra. Soulagement pour les patients atteints de cancer. Noël 2025. Célébration dans la ferveur et la solidarité à Bobo. Burkina Faso, Guinée équatoriale, des Banforalais adresse une mention spéciale aux étalons. CHI de Pala, un nouveau symbole fort de l'amitié entre la Chine et le Burkina Faso. Sofitex, la République populaire de Chine, s'intéresse au coton burkinabé. Nous avons rendez-vous à présent avec le journal Citoyen. À la une des Citoyens, le président du Faso à la diaspora du Mali, de la Guinée et de la Mauritanie, des initiatives sont en cours pour booster les développements. Agence d'information du Burkina, le nouveau DG Noufou Enoch Kindo prend fonction. Chronique, l'AES survivra à l'hiver noir. Amélioration des soins de santé, le capitaine Ibrahim Traoré inaugure le CHI de Pala et le centre de radiothérapie de Bobo Dioulasso. Célébration de Noël,
les chrétiens prient pour la paix et l'unité nationale. Cannes 2025, Burkina Faso, Guinée équatoriale, le beau cadeau tardif des étalons au Burkinabé. Merci. C'est terminé pour les titres. Merci beaucoup pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. On va revenir sur le sommet de l'AES qui s'est tenu à Bamako. Qu'est-ce qu'on va retenir? Grosso modo, ce qu'il faut retenir du sommet, le deuxième sommet de l'AES qui s'est tenu donc à Bamako du 22 au 23, est bien sûr la désignation du capitaine Ibrahim Traoré comme le président de la Confédération des États du Sahel pour 12 mois. C'est là, suite, n'est-ce pas, à la présidence qui a été confiée au président donc, du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, qui, avant de passer la main, a fait le bilan de ce qu'on appelle la mise en œuvre de la feuille de route de l'AES. Il a égrené un certain nombre donc, d'acquis qui prouvent effectivement que l'AES est dans une dynamique donc d'enracinement, d'ancrage institutionnel en mettant en place les différents rouages, notamment la question liée bien sûr à l'installation, à l'inauguration de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCID, mais aussi l'inauguration de la télé AES. Et tout cela montre que l'AES est dans une donc, dynamique de consolidation des acquis sur le front militaire, notamment à travers la force unifiée de l'AES qui a pu effectivement mener beaucoup d'opérations conjointes, notamment la sécurisation du convoi de ravitaillement du carburant qui a quitté le Mali qui a quitté le Niger pour le Mali ainsi que le Burkina Faso pour le Mali. Tout cela dénote une certaine solidarité au niveau de l'AES, sans oublier la question bien sûr de la diplomatie actuellement. Lorsque l'AES parle, alors elle parle d'une seule voix dans les instances internationales, que ce soit l'ONU ou dans les autres forats. Et également la question du développement, qui est donc le troisième D de l'AES. Cela aussi se met en place effectivement progressivement. Donc nous pouvons donc dire que c'est un sommet qui a connu beaucoup de succès, malgré tous les obstacles qui avaient été dressés pour empêcher la tenue de ce deuxième sommet au niveau de l'AES. Merci bien. Et vous avez parlé du développement, qui est le troisième D, qui fait partie des objectifs donc, des pays de l'AES et surtout de leurs dirigeants. Et au Burkina Faso, on va dire que le développement se poursuit à travers l'inauguration notamment de cet hôpital par le président du Faso, c'était à Bobo. Tout à fait. L'hôpital, donc le centre hospitalier universitaire de Pala, à Bobo-Dioulasso, est une infrastructure sanitaire dont la première pierre a été posée au temps du président Roch Marc Christian Kabore en 2018, suite au rétablissement des relations entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Vous savez que depuis 1994, les relations ont été rompues au profit de la Chine, République de Chine, Taïwan, et que c'est en 2018 donc que le président Roch Marc Christian Kabore a donc renoué diplomatiquement avec la Chine. Donc comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, cette infrastructure est la matérialisation, la bonne santé de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine, qui est aujourd'hui considéré comme un partenaire stratégique pour le Burkina Faso, pas seulement dans le domaine du développement ou dans le domaine de la diplomatie, mais aussi dans les domaines militaires. Vous savez très bien que la plupart ou beaucoup d'équipements militaires acquis par le Burkina Faso sont d'origine chinoise. Cela veut donc dire que les rapports entre les deux pays sont au beau fixe et le capitaine Ibrahim Traoré a travaillé à redynamiser effectivement cette collaboration-là, ces relations diplomatiques, parce que la grande différence entre des pays comme la Chine et les anciens partenaires du Burkina Faso comme l'Occident, c'est que dans la coopération, dans la collaboration, dans les rapports avec la Chine, il n'y a pas de conditionnalité humiliante. Par exemple, vous savez qu'avec les partenaires européens, par le passé, ils peuvent décider de financer un domaine qui n'est pas un domaine
identifiés par le pays bénéficiaire. Alors, on vous donne un financement, certes, mais suivant un canevas qu'eux-mêmes, ils ont mis en place. Alors que la vraie collaboration et la vraie coopération doit se baser sur les besoins exprimés par le pays bénéficiaire. Donc avec la Chine, avec la Russie, la Turquie, l'Iran, c'est-à-dire les nouveaux partenaires du Burkina Faso, c'est maintenant la question de la souveraineté qui est mise sur la table, c'est-à-dire c'est le pays qui exprime ses besoins et qui se donne les moyens, puisque toutes ces aides-là, alors il ne faut pas penser que c'est une aide qu'on donne, c'est également une grande contribution du Burkina Faso, notamment dans le domaine de l'acquisition. J'ai même vu qu'au-delà de cette question de l'hôpital, l'ambassadeur chinois a rendu visite au travail de la Sofitex. C'est pour donc dire que la Chine aussi serait intéressée par effectivement le coton du Burkina Faso. Tout cela démontre que nous sommes dans un monde interconnecté, nous sommes dans un monde interdépendant où les uns ont besoin des autres. Et pour cela, il faut que des canevas bien pensés puissent être ficelés par les pays pour que l'aide qui va venir ne soit pas une aide cyclique. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un besoin, on parle. Non, ce sont des aides substantielles qui peuvent effectivement aider ces pays-là à se passer d'aide, comme l'a dit le capitaine Thomas Sankara. Donc, c'est une infrastructure sanitaire qui est effectivement considérée comme de haut standing, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, et que ce premier exemple va déboucher sur d'autres, puisque dans son discours d'inauguration, Ibrahim Traoré a donc signifié qu'au moins le Burkina va construire 9 centres hospitaliers du même standing, même si je n'ai pas été tout à fait content quand il a dit qu'il va commencer par Fada. Voilà. Ça, c'est la Fada qui a plaisanté. Il fallait commencer par Ouaïgué avant d'aller donc à Fada. C'est pour donc dire que effectivement, quand on vous rince, quand on vous lave les dos, il faut aussi vous rincer le visage, comme on le dit à Morée. Tout cela démontre l'engagement, la détermination, la fougue donc, qui ont été effectivement mis pour faire en sorte que le Burkina Faso soit un pays développé. On ne va pas dire que nous sommes dans une situation de guerre et on va reléguer au second plan tout ce qui est lié au développement, santé, éducation, etc. Vous avez vu le lancement de l'autoroute Ouaga-Bobo, 4x2. Ça veut dire que si on arrive effectivement sur le financement autonome, sur le financement endogène, puisque chaque année, je pense que le ministère de l'économie et des finances doit dégager quelque chose de 200 milliards de francs CFA. Alors, vu l'ampleur du projet, avec des passages à niveau, avec des couloirs souvent qui sont faits, avec des développements dans les villages, dans les endroits que la route va traverser, tout cela, ça montre que le développement est une vision holistique, est une vision globale et n'est pas seulement centrée sur un domaine. Et on termine par l'actualité internationale, les frappes américaines sur des positions au Nigeria. On pourra donc dire que le président américain Donald Trump a mis à exécution ses menaces, puisqu'il avait plusieurs fois menacé donc, de frapper les positions de Daesh, ou ce qu'on appelle l'État islamique, au niveau donc, du Nigeria, qui commettent des exactions à l'endroit des populations civiles. Maintenant, la question qu'on se pose, puisqu'en tant que journaliste, il faut d'abord se baser sur les faits. Les faits disent qu'effectivement, il y a eu des frappes américaines contre les positions de Daesh ou l'État islamique au Nigeria. C'est même le président Donald Trump qui l'a annoncé sur son compte au niveau des États-Unis. C'est pour donc dire que les questions persistent. Est-ce que c'est vraiment un appel ou un appel du président nigérien Tinubu qui a appelé au secours les États-Unis, ou bien c'est une action unilatérale donc des États-Unis? On peut également pousser plus loin l'analyse pour demander est-ce que cela est un engagement sincère
de Washington aux côtés d'Abuja, ou bien c'est un avertissement envoyé à l'ensemble des pays de la sous-région. Parce que vous savez très bien que depuis que les Américains ont été priés de quitter le Niger, alors Washington n'a pas caché son ambition de revenir dans le Sahel. Est-ce que c'est une manière pour les États-Unis de revenir, se positionner au niveau donc, de l'Afrique de l'Ouest, ou bien c'est juste une action sporadique, une action donc qui est juste spontanée, destinée effectivement à éliminer le danger comment on appelle ça, de cette organisation terroriste appelée Daesh. On se pose aussi la question, un pays comme le Nigeria, qui est considéré comme parmi les 4 pays les plus riches du continent africain, qui a une forte armée, qui est l'armée la plus grande armée de l'Afrique de l'Ouest, n'arrive pas effectivement à mener des frappes aériennes contre les positions de Daesh. Et pourtant, on a vu le Nigeria, il n'y a pas très longtemps, voler au secours du Bénin, en matant notamment les auteurs de la tentative du coup d'État au niveau donc, du Bénin. Comment est-ce que ce jeune Nigérien soit incapable effectivement de frapper les positions donc, des groupes terroristes et qu'il aille demander le soutien des États-Unis. C'est une question qu'on se pose et certainement les jours à venir nous pourrons encore analyser en détail pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants de cette action militaire américaine en terre nigériane. Pour certains observateurs, c'est une surprise, pour d'autres non, parce que connaissant la personnalité du président américain Donald Trump, qui n'aime pas trop s'engager dans des opérations militaires hors des États-Unis, même si on a vu que récemment, est-ce que cette doctrine-là est-ce qu'il ne va pas abandonner cette doctrine-là qui consiste à se centrer, à se concentrer sur le front interne, parce qu'on a vu également qu'il a fait des frappes au niveau du Venezuela, il y a des cargaisons, il y a des bateaux, donc des navires vénézuéliens qui ont été ciblés par des frappes américaines. Donc, c'est beaucoup de questions que les géopolitologues se posent. Certainement, donc, les jours à venir, les semaines à venir, nous pourrons effectivement décortiquer de long en large donc, ce qui est caché derrière cette opération américaine au Nigeria. Merci beaucoup, El Hadj. Alors, vous restez avec nous, nous allons marquer une petite pause et puis on revient. Et comme annoncé, notre invité du jour, c'est le RENLAC aujourd'hui et nous recevons M. Pissiamba Ouedraogo, secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anticorruption, RENLAC. Bonjour à vous, M. Ouedraogo. Bonjour, Mme Piana. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous avez publié, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, le rapport 2024 de l'état de la corruption. Nous allons en parler sur ce plateau. Nous parlerons aussi de l'actualité avec quelques sujets. Et nous débutons avec l'actualité de l'affaire Téhéran 2 qui est en jugement actuellement. Elle implique d'ailleurs cette affaire-là une ancienne ministre, Laure Zongo. Comment le RENLAC suit ce deuxième procès? Merci. Avant donc tout propos, je voulais saisir cette opportunité pour exprimer la gratitude de RENLAC à Savane Média pour vraiment la constance, en tout cas dans la contribution à faire connaître nos activités. Alors pour ce qui est de la question relative à l'affaire Téhéran 2, oui, naturellement, nous suivons ce dossier. C'est pour ça que nous savons que c'est en janvier prochain qu'il doit reprendre. Et pour nous, nous avons deux préoccupations en ce qui concerne cette deuxième phase. La première préoccupation, c'est que nous souhaitons que, à l'image de la première affaire, que les parties puissent échanger de façon sereine et que la défense puisse s'exprimer
de façon suffisamment claire afin donc que, en tout cas, l'opinion puisse être située sur les questions. La deuxième préoccupation que nous avons aussi exprimée et on a été satisfait, entre guillemets, par la décision donc, des autorités, nous souhaitons que cette deuxième affaire aussi soit retransmise en direct. Parce que nous avons pensé que, comme le premier cas, ça a été assez intéressant pour les citoyens, assez instructif, et nous continuons dans ce sens-là, en souhaitant en tout cas que si c'était possible, donc de retransmettre donc, cette affaire numéro 2 aussi. En direct. Oui. Pour l'affaire numéro 1, comme vous l'avez évoqué, alors l'affaire TA1 a été jugée en appel à la demande du RENLAC d'ailleurs. Est-ce que vous êtes satisfait du verdict qui est tombé d'ailleurs, c'était le 18 novembre passé? La peine de Hamidou Tea a diminué, il faut le rappeler. Il est passé de 15 ans de prison en première instance à 11 ans donc, en deuxième instance. Est-ce que le RENLAC est satisfait de ce verdict? Bon, sur cette question, je pense qu'il y a dû y avoir peut-être un malentendu. Sinon, nous n'avons pas interjeté appel. Non. Parce que justement, lors de la première affaire, on avait même fait une déclaration dans laquelle on estimait que nous étions satisfaits du verdict dans la mesure où on a vu que les parties se sont largement exprimées et que, bon, nous, en tout cas, on n'avait pas... voilà, donc je pense qu'il doit y avoir une erreur, on n'a pas fait... Donc ça veut dire que le premier jugement vous convenait? Oui, le premier jugement, nous, on avait même fait une déclaration pour dire que ça nous convient. Chacun a écopé en rapport avec donc, les fautes commises à notre avis. Alors, M. Ouedraogo, parlons maintenant de ce rapport 2024 du RENLAC, parce que chaque fin d'année, vous sortez le rapport donc, de l'A-1, donc l'année -1. Alors, c'est le rapport 2024 qui a été publié il y a quelques jours sur l'état de la corruption, un rapport disponible maintenant. Comment vous avez travaillé déjà? Merci. Alors, je voulais profiter de rappeler que c'est depuis 2000, l'année 2000, que nous publions chaque année un rapport sur l'état de la corruption, à l'exception de 2022, où pour des raisons propres, on n'a pas pu publier de rapport. Alors, le rapport est pour nous une contribution importante en termes d'information. C'est une lecture donc, de la situation, de l'évolution, de la persistance ou de l'évolution globale de la corruption dans notre pays. Alors, le rapport 2024 ne fait pas exception. Peut-être pour dire ce que nous avons cette année, et contrairement à 2023, le rapport a pu couvrir l'ensemble des 13 lieux de province, en plus donc de la ville de Puitenga. Ici, 2 régions, pas province, 13 lieux de région, anciennement parlé, des anciennes régions. Cette année, nous avons pu, malgré donc l'insécurité qui nous avait empêché en 2023 d'enquêter à Dori, cette année, nous avons pu enquêter à Dori. Donc, nous avons couvert l'ensemble des sites habituels pour faire notre rapport. Naturellement, l'échantillon, c'est 3000. 3000 par 3000 la globalité? Globalement. 3000 enquêtés, mais avec des éléments qu'on a invalidés au niveau du Sénat, on a eu 2941 enquêtés au total. Alors, quel résultat? Oui. Parce que je pense que c'est ça. Avant les résultats, oui. L'enquête portait sur quoi? Ça veut dire quelles étaient les questions posées? Alors, les questions posées portaient, bien sûr, sur la fréquence, portaient sur l'évolution d'une année à l'autre. Les enquêtés devaient nous dire entre 2023 et 2024, est-ce que la corruption a évolué? Et au niveau de la fréquence,
c'était de demander aux enquêtés si la corruption est fréquente, très fréquente ou rare ou inexistante. Donc les enquêtés devaient répondre à ça. Et c'est par rapport à cela que depuis le début donc de l'établissement de ce rapport, le RENLAC a défini un indice. Et parce que pour pouvoir comprendre les résultats des enquêtes, il faut matérialiser cela en termes de chiffres et de statistiques. Et c'est pourquoi le réseau a défini 2 indices. Et le premier indice, c'est l'indice synthétique de perception, donc de la corruption, qui va porter donc, sur la perception donc, des citoyens par rapport à la fréquence et à l'évolution donc, de la corruption. Alors, le rapport 2024, si on regarde donc, on constate qu'il y a une augmentation. Selon donc l'opinion des enquêtés, donc la corruption a augmenté, passant donc de 11,24 en 2023 à 13,63% en 2024. Et sur la base de ces statistiques maintenant qu'on va calculer donc le score. Et le score cette année, en 2024, est de 41 points sur 100 et contre 40 points sur 100 en 2023. Alors ce score, bien sûr, qui est noté sur 100, plus vous avez de points, plus il y a la corruption chaude. En 2023, on avait 40 points, cette année, 41 points. Donc la corruption a légèrement augmenté. Et c'est cela qui est l'indice synthétique de perception de la corruption cette année. Alors au niveau donc de la fréquence, en 2023, on avait jusqu'à 65,77% des enquêtés qui estimaient que la corruption est fréquente, voire très fréquente. Mais ce chiffre a légèrement baissé en 2024 pour être de 64,33%. Donc il y a une légère baisse au niveau donc de la fréquence selon les enquêtés. Donc ça, c'est la perception des citoyens qui est une première partie donc des indices du rapport. Mais depuis 2021, le RENLAC a introduit un nouvel indice qui s'appuie sur l'expérience vécue par les citoyens, sur leur perception, dont nous venons de parler, mais sur les montants donc, des rétributions illégales qui ont été donc, qui ont fait l'objet de transactions entre les agents publics et les usagers. Alors, donc, relativement à cet indice que nous disons, il s'appelle indice composite des mesures de la corruption dans les administrations publiques. Donc, c'est cet indice-là. Et c'est lui qui permet justement de classer les services parce que, objectivement, on réunit et la perception et le vécu, et les informations sur la base desquelles on parle de la corruption ne sont pas des rumeurs, c'est les intéressés eux-mêmes qui disent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait. Okay. Alors donc, en ce qui concerne cet indice-là, cette année, 13,29% des enquêtés affirment eux-mêmes avoir offert une rétribution illégale à un agent public, n'est-ce pas, pour recevoir des services qui n'étaient pas en fait payants. Et ça, donc c'est un acte de corruption. Voilà, un acte de corruption. Mais ce chiffre-là est en baisse de 9,80 par rapport à 2023. Ça veut dire que dans plusieurs points, bon, en général, les chiffres en lien avec la corruption ont tendance à baisser. Il y a un certain nombre de domaines voilà, où il y a tendance à baisser.
sauf à la perception de la corruption par le citoyen. Ah, donc Là, en général, la en corruption général, n'a pas les gens... reculé. Ouais, exactement. Ok. Alors, le deuxième élément donc des expériences vécues, c'est donc les témoignages. Puisque nous avons dit que dans cet indice-là, il y a l'expérience vécue qui comprend deux volets. Il y a ceux qui ont offert des rétributions illégales, mais il y en a qui ont été témoins. Alors donc, à ce niveau-là, 12,37% ont témoigné qu'ils ont assisté donc à des actes de corruption, donc au profit d'agents publics. Donc là aussi, il y a une baisse, parce qu'en 2023, ils étaient 16,2%. Mais à partir maintenant de l'indice composite de mesures de la corruption dans les administrations publiques, on peut maintenant établir le classement. Et venons-en à ce classement, M. Ouedraogo, parce que généralement après la publication du rapport du RENLAC, c'est notamment le classement que beaucoup de journaux affichent à la une de leur titre. Et puis bien sûr le trio de tête après votre classement, la police municipale vient en tête, suivie de la douane et la police nationale pour le trio donc des services les plus corrompus au Burkina Faso. Quels sont les facteurs qui font que ces services sont les plus corrompus cités par les enquêtés? Bien, alors il y a que l'on peut évoquer, parmi lesquels il y a la place qu'occupent ces services dans les interactions humaines dans notre pays. Et ce sont des services qui sont au carrefour d'un certain nombre d'activités. La police dans les rues, l'établissement de certaines pièces, dans tous les contrôles, la douane également, dans les transactions, etc., qui sont les points vitaux et donc, bien entendu, sont en contact avec les populations, autant pour la police municipale et pour que la police nationale. Alors donc, c'est la multiplication de ces contacts peut donc être une des raisons, mais de façon absolue, on pouvait bien être en contact avec les services sans qu'il y ait corruption. Et c'est pourquoi nous disons que à travers le classement, il ne s'agit pas de dénigrer un service, de diffamer donc un corps ou de nier son utilité sociale. Non. Nous avons fait une enquête qui a rapporté des résultats. Et comme on dit généralement, il n'y a pas de fumée sans feu. Et nous pensons que si la baisse, parce qu'on a interrogé donc les enquêtés à l'échelle nationale. Et si vous voyez le questionnaire, on ne demande pas qu'est-ce que vous pensez de la police. Non, on vous demande, durant cette année-là, vous avez été dans quel service? Et si vous y avez été, est-ce que vous avez été confronté à des actes de corruption? Et c'est les réponses qui sont collectées. Alors donc, ce point de vue... Dans l'anonymat. Oui, donc il y a des réalités donc, qu'il ne faut pas nier. Et nous pensons que notre rapport est une interpellation. Voilà, plutôt que doit pas être compris comme une façon de les jeter en pâture, bien au contraire. Ce n'est pas pour salir ces services-là, mais vous espérez quoi quand vous publiez chaque année ces rapports-là, ce classement? Alors pour nous, comme je l'ai dit au départ, le rapport est un outil de plaidoyer et d'interpellation, aussi bien du citoyen que des administrations. Maintenant, les services qui ont été classés sont encore plus interpellés. Et c'est pourquoi le rapport, outre les résultats donc, du sondage et le classement que nous publions, eh bien, nous faisons aussi
une deuxième partie de ce rapport, l'analyse des actions des acteurs étatiques et non étatiques. Donc, cette deuxième partie qui fait l'analyse, où on va voir qu'est-ce que l'État prend comme mesure, qu'est-ce que l'Assemblée, l'ALT, prend comme mesure, étant donné qu'il a donc le pouvoir de contrôle sur l'exécutif pour effectivement aider à lutter contre la corruption. Qu'est-ce que, n'est-ce pas, les organes de contrôle de l'État ont pu faire dans le cadre de la lutte contre la corruption? Qu'est-ce que les organisations de la société civile ont pu faire? Donc cette deuxième partie, évidemment, analyse et apprécie de façon critique si ces actions-là ont été insuffisantes ou non, et quels sont donc les défis à relever. Et c'est en troisième lieu, et c'est en rapport avec votre question, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait des recommandations. Voilà, pour permettre donc de voir quelles sont les actions sur lesquelles il faut mettre l'accent pour l'année à venir, afin qu'on puisse inverser donc, la tendance. Bon, en général, nos recommandations sont en deux groupes. Hein. Ok. Voilà. Pour le rapport 2024, par exemple, quelles sont les recommandations qu'on peut retrouver? Bien, alors, pour ce qui est des recommandations, comme je le disais tout à l'heure, nous faisons des recommandations à l'endroit des structures de l'État, des acteurs de l'État, et des recommandations à l'endroit des organisations de la société civile. Cette année, à l'endroit donc des acteurs étatiques, nous avons d'abord demandé à ce que la loi qui protège les lanceurs d'alerte soit adoptée. Parce que nous savons que la corruption est un fléau dissimulé. S'il n'y a pas de dénonciation, la lutte est fortement compromise. Et deuxièmement, nous avons sur le même registre souhaité que l'arrêté interministériel qui devait définir les modalités de récompense des dénonciateurs soit effectivement pris. Je crois il y a quelques jours que cet arrêté-là a été rendu public. Deuxièmement, nous avons dit que l'État doit assurer les moyens et renforcer les organes de contrôle, notamment la SCLC, donc afin qu'elle puisse donc mettre en œuvre ses missions. Nous avons aussi dit qu'il faut élargir, n'est-ce pas, l'espace civique, notamment les libertés individuelles et collectives, parce que la veille citoyenne exige des libertés. Nous avons aussi souhaité, dans le même esprit, que la presse, les médias, de façon générale, ont toujours joué un rôle important dans la dénonciation des faits de corruption. Donc, il est important de renforcer la presse de façon générale, les journalistes d'investigation de façon spécifique, parce que c'est eux, effectivement, qui ont, à plusieurs reprises, je rappelle que l'affaire Charbon-Fin, c'est la presse qui l'a mise en index. Nous avons aussi dit qu'il faut donc qu'au niveau judiciaire, on regarde les décisions qui sont prises et que elles doivent, ces décisions-là, être dissuasives. Il faut éviter donc vraiment, comment j'allais dire, de prendre des décisions qui font penser au fait qu'on fait semblant. Il faut les appliquer réellement. Non, mais les décisions sont clémentes par rapport aux fautes commises. Alors que la on fait loi, un peu de faveur. oui, alors que la loi prévoit un corpus de sanctions et qu'on doit appliquer parce qu'on a des cas. Et deuxièmement, il faut donc renforcer le pôle donc, judiciaire spécialisé de lutte contre la criminologie économique et financière. Nous avons aussi pensé qu'au niveau du Parlement, il était bon
donc de se mettre à la tâche dans le contrôle de l'exécutif en matière donc, de lutte contre la corruption et que bon, ils ont parfois des sessions où ils interpellent sur des sujets donnés l'exécutif. Il est bon que cela soit fait. Les recommandations aussi que les commissions parlementaires font, nous avons dit qu'il faut effectivement œuvrer à les mettre en place. Bon, voilà, on ne va pas tout reprendre. Voilà, maintenant au niveau des organisations de la société civile, bon, notre rôle, c'est de continuer à sensibiliser et à renforcer la conscience citoyenne contre donc, la corruption. Nous devons continuer à produire nos rapports, évidemment, pour pouvoir non seulement informer, donner l'état de la corruption, et que ça serve aussi d'outil pour plaidoyer, former les OSC, pour vraiment faire du plaidoyer et continuer, comme la loi nous permet depuis 2017, à défendre des dossiers en justice. Monsieur Ouedraogo, pour revenir au classement, parce qu'après le trio de tête, il y a des services aussi de santé, de collectivité, donc territoriales, notamment les mairies, également les impôts, la DGTTM, l'agriculture, l'enseignement post-primaire, le CCVA, qui sont cités. Est-ce que ces services-là changent de position depuis plusieurs années? Bien, oui. En ce qui concerne la DGTTM, oui, il y a des changements. La santé aussi. L'enseignement a beaucoup reculé, ça il faut le dire. Mais sur la liste que vous avez citée, le CCVA, qui n'était pas dans le top 10, est revenu. Et apparaît donc 10e. Donc, dans le rapport 2024. Et en tout cas, pour nous, c'est une forme d'interpellation pour donc pouvoir prendre des dispositions pour rapidement ressortir, si on peut le dire ainsi. De là. Voilà. Alors, donc, ce sont des services, donc la DGTDM souvent a été à des années classée parmi le trio. Hein? Oui. Ok. Oui, absolument. Il y a certains qui disent que quand on prend généralement votre trio, c'est la police municipale et généralement la police municipale, c'est vraiment pas une grande corruption, quoi. C'est peut-être des billets de 2000, 5000 dans la rue, alors que vous ne vous attaquez pas forcément à la grande corruption. Est-ce que c'est parce que le RENLAC a des limites pour détecter ou donc détecter les grandes corruptions? Alors, je commence par la fin de votre question. C'est vrai, objectivement, on a des limites. Et pour la simple raison que tant que les dénonciateurs ne sont pas protégés et ne sont pas sécurisés dans ce que j'appelais leur acte citoyen de signaler, évidemment, le RENLAC ne peut pas et ne sera pas au courant. Donc, des dossiers, en tout cas des actes présumés de corruption. Donc, dans ce sens-là, si évidemment il n'y a pas de système de dénonciation fiable, protégé, à qui tout le monde a confiance, aussi bien le dénonciateur que le citoyen. Parce que lorsque nous parlons de loi de protection des lanceurs d'alerte, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous les droits. Non. On les protège tant que, de bonne foi, ils signalent des actes assimilés à la corruption. Mais ils n'ont pas le droit de diffamer les gens. La loi ne va pas prévoir ça. Ils n'ont pas le droit d'utiliser donc ce titre ou cette loi pour effectivement se venger ou s'attaquer, diffamer. Non. Donc, pour nous, cette loi-là, elle est importante et elle va faire reculer les limites des organisations de lutte contre la corruption dans l'accès à l'information. Alors maintenant, pour ce qui est du fait que le trio de tête semble permanent, ensuite que les montants perçus paraissent minimes, oui. Non, de mon point de vue, par rapport à la corruption, c'est la tolérance zéro. Certaines personnes assimilent
la corruption a une maladie contagieuse, il ne faut pas de cas. S'il y a un cas, il va contaminer tout le monde. Aussi minime qu'il soit. Oui, il va contaminer tout le monde. Ensuite, les montants sont minimes individuellement pris. Mais si on multiplie ces actes au quotidien, durant une année et à l'échelle nationale, ce sont des montants très importants. Ensuite, troisièmement, ce que je peux dire, si les gens ont connaissance de grands dossiers que nous ne connaissons pas ou auxquels nous ne s'attaque pas et qui ne les signalent pas, vous voyez qu'en réalité, on ne pourra pas non plus les satisfaire. Nous avons fait une enquête qui a ramené les résultats dont nous parlons. C'est ce dont nous avons connaissance. Donc nous sommes d'accord, s'il y a une plus grosse corruption, autre que les raquettes et autres dont nous avons parlé ou dont les gens parlent habituellement, que les gens ont connaissance, et bien qu'ils nous les signalent. Il faut signaler. Alors, quelle est la contribution du MPSR2 et du CORAG donc, à la lutte contre la corruption? Ok. Merci. Ici, je pense que nous allons nous référer à la charte donc de la transition qui, à son article 7, dispose relativement au CORAG qu'il s'agit d'une instance qui est chargée, n'est-ce pas, de définir, de suivre et de contrôler, n'est-ce pas, la mise en œuvre de la vision stratégique du pays dans tous les domaines et par tous les moyens. Donc c'est précisé comme ça dans la charte donc, de la transition. Et nous avons aussi à côté de ça vu sur les plateaux, notamment à la RTB, pour ne pas la citer, le porte-parole du CORAG intervenir pour évoquer donc des dossiers de corruption. Mais excepté cela, le RENLAC n'a pas connaissance en fait du CORAG. Sinon, en tant qu'institution publique, vous avez vu que j'ai dit que la deuxième partie du rapport faisait l'analyse critique des actions des acteurs étatiques et non étatiques. Et si on en avait connaissance, de façon particulière, nous pourrions effectivement l'intégrer dans cette partie-là et faire notre appréciation. Voilà ce que nous voyons sur ces aspects-là. Est-ce que le RENLAC suit des dossiers actuels en justice? Oui, nous avons un total de 131 dossiers. Ah oui, 131. Que nous suivons. Et 27 en 2024 seulement. 27 dossiers pour l'année 2024 seulement. Oui. Et quelles sont vos priorités pour 2026? Ah, merci pour cette question. Pour 2026, nous pensons, et c'est très important, qu'il faut que nous puissions adopter notre plan stratégique qui vient à terme et vous permettre de renforcer notre contribution à la lutte contre la corruption. Okay. Et nous allons aussi profiter de cette relecture-là pour renforcer donc notre centre de formation et de recherche anticorruption. Ça vraiment c'est une de nos priorités. Et la seconde priorité c'est bien sûr, et avec l'aide des médias, et continuer les émissions qu'on fait régulièrement, notamment l'espace de redevabilité, parce que pour nous c'est important que en fait, les autorités puissent, par rapport au sujet de la corruption, dire aux citoyens, voilà ce qu'on fait. Et pour qu'on puisse aussi, les citoyens puissent en retour dire, bon, nous pensons que c'est suffisant ou pas suffisant, et faites ci et faites ça. C'est aussi une façon de contribuer. Alors la troisième priorité, c'est que
bien sûr, nous allons travailler à produire le rapport 2025 sur l'état de la corruption. Et ensuite, bien sûr, nous allons continuer à poursuivre nos dossiers en justice. Merci beaucoup. Nous avons épuisé le temps d'entretien pour cette émission. Merci à vous d'être passé. Merci. Je rappelle que nous recevions comme invité M. Pissiamba Ouedraogo, secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anticorruption RENLAC. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause, on retrouve d'autres invités juste après. Le groupe Savane Média a transformé les locaux de l'espace des nouvelles idées en un espace festif et convivial. À la présentation et à la coordination, Abzetani Kiema, figure emblématique de la chaîne télévision et de l'émission Bonjour le Faso. Elle était la chef d'œuvre du rendez-vous annuel Arbre de Noël. Une journée dédiée aux enfants, placée sous le signe du partage et de la joie. L'orchestre Team Enams a assuré l'animation musicale du rendez-vous annuel. Une performance rythmée avec une synergie de créativité musicale. La communauté des hommes d'affaires religieux a marqué sa présence par des messages de soutien et de sensibilisation. La journée s'est achevée par une distribution de cadeaux, un geste symbolique et fort qui a laissé des sourires aux enfants. Une initiative saluée par des familles, tout en repartant avec des souvenirs dans les mains. Ces filles de l'église Famille de Dieu à Ouagadougou, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Noël, c'est justement cette première porte ouverte par Dieu lui-même, en son Fils fait homme. Il entre dans notre histoire afin que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit se lever une grande lumière. Dans la nuit de Bethléem a jailli une clarté que rien ne saurait éteindre, car elle vient de Dieu lui-même, fidèle à ses promesses et proche de l'humanité blessée. Pour notre Église Famille de Dieu au Burkina Faso, qui a célébré les 125 ans d'évangélisation, et pour notre archidiocèse de Ouagadougou, qui vit le centenaire du petit séminaire de Pabré et qui entrera bientôt dans une année jubilaire diocésaine, Noël est un appel à un renouveau de la foi. L'espérance qui nous habite aujourd'hui est l'héritage vivant de générations de croyants qui ont fait résonner le chant des anges et invité nos pères à marcher vers Bethléem. Noël nous invite à faire du souci des plus vulnérables une priorité, à bâtir un véritable filet de solidarité, à construire des ponts de communion, à créer des espaces de cohésion sociale. Dans le contexte d'insécurité que traverse notre pays, gardons l'espérance d'un avenir meilleur. Rejetons tout ce qui nous divise et consolidons tout ce qui nous unit. Et surtout, vivons une solidarité agissante et une charité d'époque de grandes épreuves, un temps d'une grande espérance. À tous et à chacun, je formule mes vœux de sincère joyeux Noël et d'une heureuse année 2026. À tous ceux qui célébreront Noël dans les hôpitaux ou dans d'autres lieux d'épreuve, aux forces de défense et de sécurité, que l'Emmanuel vous rejoigne et vous visite personnellement dans votre situation particulière. Que la paix et l'espérance nées de la nativité du Seigneur vous accompagnent et vous fortifient tout au long de l'année 2026. Que Dieu nous prenne en grâce et bénisse notre cher pays, le Burkina Faso.
Et de retour sur ce plateau, nous espérons que justement vous avez bien fêté aussi, on va dire amen également, au vœu de l'archevêque. Alors, pour la suite de l'émission, nous allons passer à la rubrique sécurité routière comme tous les vendredis. Et pour ce vendredi, nous allons vous conseiller, c'est ça, essentiellement des conseils pratiques pour éviter les accidents, surtout en ces fêtes de fin d'année, parce que c'est important. On remarque que malheureusement, le nombre d'accidents augmente, donc il faut notamment conseiller les conducteurs de véhicules. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre partenaire de tous les vendredis, Victoire Auto-École, représenté sur ce plateau par M. Hippolyte Tapsoba, qui est formateur à Victoire Auto-École. Bonjour, M. Tapsoba. Bonjour, Mme Nikema. Bienvenue. Merci et bonjour les téléspectateurs. On va vous souhaiter bonne fête de Noël également. Merci, vraiment. Nos vœux les meilleurs. En tout cas, que cette année, au moins, nous ayons la paix dans ce pays-là. Amen. Merci. Amen. Alors, je le disais, aujourd'hui, conseil pratique pour les conducteurs de véhicules. Quand on dit véhicules, là, les motos, les vélos, tout le monde fait partie. Exactement. Donc, tous les conducteurs. Ouais. Et donc, on débute notamment par ce thème. Pourquoi vous avez décidé d'en parler, justement? Alors, c'est vrai, à l'approche des fêtes, vraiment, il y a multiples accidents qui se produisent et que, bon, il y a beaucoup de cas vraiment déplorables. Alors, et pour éviter cela, il est temps de se donner des conseils et je souhaiterais que chacun écoute et qu'il mette vraiment le paquet de manière à ce qu'il y ait moins d'accidents. Sinon, la majorité des accidents se font avant, pendant et après les fêtes. Okay. Donc, s'il y a, comment dirais-je, un alcotest à utiliser, je crois que c'est le moment. Avant, pendant et après les fêtes. C'est le moment d'utiliser ces alcotestes. Oui. Bon, alors, donc, afin de pallier aux différents problèmes liés à la joie pour les fêtes, les conducteurs affrontent les fêtes avec difficultés morales et financières. Ils ont besoin donc de quelques conseils pratiques. Et quand je parle de difficultés morales et financières, c'est pour dire que, bon, il y en a, comme ils n'ont pas les moyens pour faire la fête, ils sont sur la route en train de penser que faire pour avoir l'argent. Donc, ils sont sur la route, mais c'est leur personne qui est sur la route, mais ils n'ont pas l'esprit sur la route. Donc, nous devons faire beaucoup attention à ces gens-là. Alors, nous avons éventuellement ceux-là qui ont l'argent et qui sont pressés de faire des achats. Et cela, éventuellement, ça crée des accidents graves. Voilà. Donc, il y a des précautions à prendre avant même de prendre la conduite. Avant de prendre la route. Quelles sont les précautions les précautions doivent porter sur quoi essentiellement? Oui, d'accord. C'est comme on a toujours dit que les accidents sont causés généralement par l'homme, le véhicule et l'environnement. Oui. Alors, donc, nous allons parler du véhicule, nous allons parler de la planification du trajet, et la prévision du temps, l'alcool, la vitesse, les arrêts et les stationnements, les dépassements et les croisements, la distance de sécurité entre deux véhicules, lorsque deux véhicules se suivent. Alors, il y a aussi la distance latérale de sécurité, il y a le port de casque, l'utilisation des rétroviseurs et des clignotants, l'utilisation du téléphone au volant, et obéir aux panneaux et aux feux de signalisation. Et nous avons éventuellement la ceinture de sécurité à ne pas négliger. D'accord. Donc, autant de choses. On va aller maintenant étape par étape. Vous avez parlé du véhicule. Oui, c'est exact. Alors, dans le véhicule, il faut toujours vérifier l'état de vos freins. On a dit que le bon conducteur, c'est celui-là qui essaie les freins dès les premiers mètres qu'il parcourt. Avant de bouger le véhicule, il faut vous assurer que les freins donnent. Le frein principal et ensuite le frein à main. Ensuite, il y a éventuellement les pneus. Il ne faut pas négliger les pneus parce que les pneus jouent un rôle important sur le véhicule. En cas de crevaison à une certaine allure, c'est très dangereux. D'ailleurs, même une crevaison sur la route, ce n'est pas bon. Alors, ensuite, nous avons leur pression également. Nous avons les niveaux d'huile et d'eau. C'est-à-dire, il faut, pour que vraiment le véhicule puisse rouler dans de bonnes conditions, il faut qu'il y ait toujours de l'huile et de l'eau dans le moteur. Ça, c'est le véhicule. Ensuite, nous avons la distance latérale de sécurité. Alors, donc, quand
nous avons planification plutôt du trajet. Il faut choisir, voilà, il faut choisir un trajet fluide pour éviter, parce que quand, par exemple, je sais que je dois aller, nous allons prendre l'exemple de l'hôpital. Je suis à Gounguin, je vais aller à l'hôpital. Alors, si je sais que en prenant le milieu, ça va prendre du temps, ou bien que la circulation serait très dense, je dois essayer de planifier mon trajet dès le départ. D'accord. Ouais. Ensuite, il y a l'alcool. Donc, entre conduire et boire, le conducteur doit savoir choisir. Alors, il est dit donc, il ne faut pas boire en grande quantité. Et généralement, les boissons cadeaux là, nous aimons les boissons cadeaux. Comme et on boit sans limite. Et c'est dangereux. Il faut juste boire pour se désaltérer. Mais ce n'est pas pour, en tout cas, se remplir le ventre. Alors, il faut savoir donc choisir entre conduire et... J'ai pris même l'exemple des stupéfiants. Ce n'est pas seulement l'alcool. Il y a éventuellement les stupéfiants. Et tout ça, ça diminue le champ visuel et augmente le temps de réaction. C'est-à-dire, le temps de réaction, vous ne réfléchissez plus vite. Hein, vous réfléchissez en retard. Et le champ visuel devient rétréci. Donc, on ne voit plus sur les côtés. Or, le danger se trouve sur les côtés. Alors, il y a éventuellement la vitesse. Il faut savoir adapter sa vitesse en fonction de l'état de la route et de là où nous sommes. Parce que non seulement il y a l'état de la route qui est là, mais aussi il y a la densité des usagers. Souvent, on peut se trouver à proximité des églises, des écoles, des mosquées, ainsi de suite. Alors, il faut savoir réduire la lutte et circuler avec prudence pour être en mesure de s'arrêter si c'est nécessaire. Alors, savoir limiter les vitesses. Quand on dit par exemple 50 à l'heure, les gens croient qu'on peut aller jusqu'à 50 partout. Non, 50 c'est un maximum, c'est un plafond. C'est-à-dire, on vous dit de ne jamais dépasser les 50 à l'heure. Si vous êtes face à un ralentisseur et vous voulez rouler à 50 à l'heure pour l'aborder, je crois que votre véhicule va sauter. Donc, il faut, à cause du ralentisseur déjà, on doit ralentir l'allure et regarder le vitesse, aller doucement, monter avec douceur et puis redescendre. Et éventuellement, si on est à côté d'une église, des écoles et autres là, c'est la même chose. Ou d'un marché, voilà, c'est la même chose. Alors, donc, il est nécessaire de savoir réduire la vitesse. Ensuite, il y a les arrêts, les stationnements. Éviter de s'arrêter ou de stationner dans certains endroits. Même aux intersections, on ne doit jamais s'arrêter à proximité immédiate des intersections. On doit s'arrêter 10 mètres après ou 10 mètres avant, mais jamais à proximité immédiate. Ça aussi, c'est un minimum. Si vous allez au-delà de 10 mètres, c'est très bien, mais il ne faut pas trop se coincer à une intersection, par exemple. Alors, nous avons les chemins de côte. Les chemins de côte, il faut éviter, vraiment, même si vous êtes obligé de vous arrêter, alors dans ce cas, vous êtes tenu d'utiliser des signaux de présignalisation tels que le triangle de sol et le feu de détresse. Voilà. Comme ça, ça va signaler les autres usagers que vous êtes en détresse et ça peut s'améliorer, quoi. Alors, donc, il y a éventuellement les chaussées rétrécies. Quand vous êtes sur une chaussée rétrécie, remarquez que nos routes ne sont pas assez larges. Dans certains endroits, deux véhicules se croisant, et souvent même, il faut qu'un s'arrête pour laisser passer l'autre. Parce que deux véhicules ne peuvent pas passer en même temps, compte tenu de l'état de la route. Donc, il faut savoir s'arrêter et laisser passer l'autre. On a dit de partager la route avec les autres usagers. Il faut accepter de partager la route avec les autres usagers. Alors, sur ou sous un pont, notamment sur les échangeurs, moi je pense qu'en période d'alcool, c'est mieux de ne pas monter sur les échangeurs. Parce que si on monte sur les échangeurs et puis on fait la vitesse, si on rate, c'est dangereux. C'est grave. Ouais, non seulement dangereux pour vous, et éventuellement pour les autres usagers, parce que vous risquez de faire un saut par terre. Et là, c'est un problème. C'est grave, ça. Voilà. Okay. On dit souvent aussi que la plupart des accidents aussi est causé notamment par des dépassements aussi, des mauvais dépassements. Oui, c'est exact. Ça vient. Ouais, parce qu'effectivement, les dépassements, c'est vraiment
très important. Et avec nos routes que nous avons actuellement, chacun doit savoir que la largeur d'une route fait 7 mètres. Surtout quand nous voyageons, il n'y a pas une route nationale qui est au-delà de 7 mètres. Et sur 7 mètres, s'il y a un cycliste devant vous et un véhicule qui vient en face, vous ne pouvez même pas dépasser le cycliste. Parce qu'en voulant dépasser le cycliste, vous serez face à face avec l'autre véhicule qui vient en face. Donc, en ce moment, il faut s'arrêter derrière le véhicule, le cycliste, attendre que l'autre véhicule passe avant d'effectuer le dépassement. C'est important de savoir. Parce que, non, on dit, on ne force jamais pour faire un dépassement ou un croisement. On ne force pas. Si on voit que ce n'est pas possible, il faut s'abstenir de faire la manœuvre. Okay. Voilà. Ensuite, toujours s'assurer que l'on peut le faire sans danger. Voilà, pour les dépassements. Alors, il y a aussi la distance de sécurité entre deux véhicules. Quand on suit un véhicule, il faut laisser un intervalle suffisant avec la personne pour que, dès que vous voyez les feux de stop s'allumer, cela veut dire que l'usager qui est devant vous est en train de ralentir ou bien qu'il est en train de vouloir s'arrêter. Alors, donc, je vais rapidement faire la même chose de manière à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Alors, il y a éventuellement, donc, entre deux véhicules, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a le port de casque. Le port de casque, très important. Ce n'est pas un luxe. On ne le fait pas parce qu'on veut, mais c'est une obligation. Oui. Et la dernière fois, il n'y a même pas une semaine de cela, juste après le rond-point qui se trouve... en allant à l'ancienne savane. Voilà, j'ai vu 2 personnes couchées. Ah, mais c'était déplorable. La tête était massacrée. Et son sang coulait du goudron jusqu'à terre. Ah, je me dis, si le gars a pu survivre, en tout cas, on remercie Dieu. Mais autrement dit, en tout cas, je pense que ce n'est pas facile. La manière dont le sang a coulé, c'est pour dire que si c'était le pied qui était cassé, une solution peut être trouvée. Ouais. Mais si c'est la tête, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est ça. Alors donc, le casque n'est plus... Voilà, il ne faut pas négliger le casque. Souvent, il y en a qui disent que bon, la vitre qui est devant les empêche de respirer. Enlevez-la et portez des verres. Oui. Le casque est là, plus des lunettes. C'est ça. Et aujourd'hui, on a des gens même qui réparent les casques, qui arrangent en fait. Pour ceux qui... à un moment donné, les vitres peuvent devenir floues, mais vous avez la possibilité d'aller, ceux qui réparent peuvent enlever ça et puis remettre une nouvelle vitre. Ah bon, vous voyez, bon, ça c'est déjà quelque chose de bien. Alors, maintenant, il n'y a pas de raison pour ne pas porter de casque. C'est ça, c'est un conseil, je dirais à ceux-là qui partent payer, qui nous amènent les casques ici, de nous amener quand même des casques de qualité. Parce qu'il ne suffit pas que ça soit un casque, il faut un casque qui va supporter le choc. Okay. Et sinon, si vous portez une calebasse, ça n'a pas de sens. Voilà. Et ce sont les mêmes casques qui coûtent cher comme les casques de qualité. Donc, inutile de nous envoyer ces casques-là. Merci pour la précision. Oui. Ensuite, il y a l'utilisation des rétroviseurs des clignotants. Chaque fois que l'on veut faire un petit écart vers la gauche ou vers la droite, le rétroviseur d'abord et ensuite les clignotants. Il ne faut pas négliger ces 2 éléments-là, parce qu'ils vont de pair. Et chaque fois, c'est toujours le rétroviseur avant le clignotant. Jamais le clignotant avant le rétroviseur. Ensuite, il y a l'utilisation du téléphone au volant. Le volant, quand on est au volant, on ne doit pas utiliser le téléphone. Ouais, quel qu'en soit, même si vous avez, votre véhicule est sophistiqué, vous avez la possibilité de communiquer ça avec les haut-parleurs, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Arrêtez-vous et vous communiquez et vous reprenez votre route tranquillement. Parce que ce qu'on vous dit, si c'est quelque chose qui va vous rendre joyeux, alors vous risquez d'accélérer et faire un accident grave. Si, en tout cas, on vous annonce une mauvaise nouvelle éventuellement, c'est la même chose. Alors donc, pour cela, il faut éviter d'utiliser le téléphone au volant. Alors, il y a aussi obéir les panneaux et les feux de signalisation. Voilà, les feux tricolores. Aujourd'hui, tout le monde doit savoir que le feu jaune annonce le feu rouge et que l'arrêt est obligatoire à partir du feu jaune. Il ne faut pas dire que c'est ralenti. Ralenti, si je suis engagé, je passe. Non, ça c'est fini. On ne parle plus de ça. On s'arrête. On s'arrête. Le feu jaune, on s'arrête parce que ça annonce le feu rouge et pour dire qu'il faut s'arrêter maintenant. Voilà.
Ensuite, il y a aussi les panneaux céder le passage, notamment les panneaux stop et les céder le passage. C'est-à-dire que même si quelqu'un sort d'un panneau stop et qu'il est déjà engagé, il faut que nous soyons capables de nous arrêter et le laisser passer. Il est déjà engagé. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas sauter, alors il ne peut pas changer de direction. Donc, c'est à vous de vous arrêter tranquillement et le laisser parce qu'il est déjà engagé. Ouais. Ensuite, il y a éventuellement la ceinture de sécurité. Et même les vieilles voitures aujourd'hui peuvent avoir des ceintures de sécurité si la personne veut. Parce qu'il suffit d'aller à la casse, vous aurez en tout cas des ceintures de sécurité que vous pourrez adapter à votre véhicule, de manière à ce que vous ayez en tout cas une ceinture de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, la ceinture de sécurité n'est plus un élément de luxe, mais c'est une nécessité absolue. Ouais, ça, il y a des images qui l'illustrent, donc il faut en tout cas tout faire pour avoir des ceintures de sécurité. Ensuite, il y a aussi le téléphone au volant, ce qu'on a déjà parlé. Alors, ensuite, il faut obéir aux panneaux Vous l'avez dit aussi. Maintenant, en plus des panneaux, M. Tapsoba, est-ce qu'on ne va pas dire un mot aussi sur les agents, le respect aussi des consignes des agents de sécurité? Vous savez, en fin d'année, ils sont nombreux, les policiers, les BADS, les associations qui sont en circulation pour aider à réguler. C'est exact. Alors, effectivement, il y a des agents qui nous aident à bien circuler. De manière à ce que... C'est pourquoi j'ai dit au départ qu'il faut planifier votre trajet. Parce qu'il faut choisir une route où vous pouvez avoir des agents qui vont faciliter, par exemple, votre traversée. Si vous prenez des routes où il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'agents qui vont vous aider à traverser facilement, alors vous allez faire de longues attentes. Après ça, vous énerver et vous risquez de passer au moment qu'il ne faut pas et rapidement un accident va arriver. Il faut respecter les agents. Bon, souvent la nuit, on ne les voit pas bien parce que tout simplement, certains n'ont pas le matériel nécessaire, lumineux, qui permettent de les voir de loin. Et puis souvent, il faut soulever. Il faut soulever en haut comme ça pour que de loin, on puisse savoir. Sinon, s'il y a deux véhicules, alors il y a un premier véhicule qui est devant, il cache déjà l'ampoule qu'il a, donc ce qui fait que ceux de derrière ne voient pas. Alors souvent, il y en a qui sont derrière, un véhicule arrêté, ils ne se demandent pas pourquoi le gars s'est arrêté. Ils commencent à vouloir dépasser et après ils vont constater que non, il y a un agent qui a arrêté la circulation, mais il est déjà engagé, obstruant ainsi le passage de ceux venant en sens inverse. Alors donc, autant d'éléments qui font que effectivement il faut respecter les agents. Il y a aussi des volontaires, des gens qui se transforment en volontaires pour aider à réglementer la circulation. Je crois que on doit les encourager. On doit les encourager, même si on n'a pas quelque chose pour les donner, alors il ne faut pas les décevoir. C'est ça. Merci beaucoup. Le temps est terminé, M. Tapsoba. Merci bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de fin? Alors, nous devons éviter d'être victimes d'un accident ou d'un incident de la route. C'est-à-dire, on peut être un auteur d'accident. Il ne faut pas ça. On peut être également celui-là même qui va créer l'accident. Ça, il faut éviter ça. Il faut éviter. Voilà, il faut éviter. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous et puis on vous souhaite de passer donc une agréable journée. Merci. Et de bonnes fêtes aussi de fin d'année. Ok. Allez, vraiment... Restez avec nous, on va dire au revoir aux téléspectateurs ensemble. On dit merci. Et on a parlé d'associations. Moi, je pense à l'association Zéro Goutte de Sang sur la route que j'ai croisé à ses feux il n'y a pas longtemps durant ces jours-là pour aider à réguler la circulation. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis cette semaine. Permettez-moi de dire merci à l'équipe de semaine pilotée par Mariette Kokwaga à la réalisation. On dit merci à Joseph Kabou au son. On dit merci également à Laura au niveau de la production. Aurélie Somtoré a assuré le maquillage. On dit merci à toutes les équipes en salle de diffusion, en salle de montage, en salle de rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Prenez soin de vous et Inch'Allah, lundi, quand il va sonner 7h30, on se retrouvera pour un autre numéro de Bonjour le Faso. Allez, merci beaucoup.